Bonjour chers élèves sur une nouvelle vidéo de votre chaîne Défi Bac. Je suis El Mehdi El Kourti, votre professeur de français et je vais vous accompagner dans cette série de vidéos afin de préparer au mieux votre examen régional pour l'obtention du baccalauréat. Nous allons aborder aujourd'hui dans cette vidéo une leçon de langue. La leçon porte sur les discours rapportés. Comment on rapporte les différentes paroles des personnages dans les différentes œuvres littéraires que vous avez au programme. Alors, on va voir déjà l'intérêt des différentes façons de rapporter les paroles, comment reconnaître ces différentes façons, puis je vais consacrer la deuxième partie de mon cours à quelque chose de plus pragmatique, comment transformer et comment passer d'une façon de rapporter des propos à une autre façon. Par exemple, comment passer du discours direct au discours indirect, voire le discours indirect libre ou bien le discours narrativisé. Donc, il faudrait savoir qu'un texte peut donner à entendre les différents propos ou bien les différentes paroles des personnages. Et pour ce faire, l'auteur a recours à plusieurs procédés pour faire ça. Donc, il a notamment recours à 4 façons différentes pour rapporter des propos. Soit il rapporte les propos de façon directe, on appelle cela donc le discours direct. De façon indirecte, c'est le discours indirect. Et nous avons aussi le discours indirect libre et le discours narrativisé. Dans un premier temps, je vais vous donner les moyens pour pouvoir les reconnaître très facilement. À chaque fois, on va voir un extrait des différentes œuvres qui sont au programme. On va essayer de les analyser pour voir de quelle façon l'auteur a rapporté ses propos ou bien le narrateur a rapporté ses propos et je vais vous donner les effets. Pour quelles raisons? Et c'est une question qui revient souvent le jour de l'examen. Pourquoi l'auteur a-t-il recours au discours direct? Pourquoi l'auteur a-t-il recours au discours indirect? Alors, premier type de discours, première façon de rapporter un discours. Regardez s'il vous plaît ici en bas. L'exemple, c'est le début de l'exemple. La voix de la chouafa monta du rez-de-chaussée. Nous avons 2 points. Et puis, un tiré. Lalla Zoubida, que ta matinée soit bénie. Dieu éloigne de toi tout motif de peine et te conserve, toi et les tiens, en excellente santé. Ma mère répondit, encore une fois les 2 points. Que ta journée soit lumineuse, puis un tiré, que ta journée soit lumineuse et pleine de bénédictions. Comment te sens-tu ce matin? Dieu veillera sur ton bonheur et sur celui de tous ceux qui te sont chers, de tous ceux qui te sont proches. Alors ici, j'ai quel type de discours? Effectivement, vous l'avez reconnu, j'ai le discours direct. C'est très facile à reconnaître. J'ai déjà l'existence des verbes de parole. La voix de la chouafa monta du rez-de-chaussée. Donc voilà, elle va parler. On a un verbe de parole. Il est suivi par 2 points. Il peut être aussi en incise, ça veut dire entre virgules. Bonjour, dit-elle, comment vas-tu? Le dit-elle, il est entre virgules. C'est ce qu'on appelle un verbe de parole en incise. Et j'ai aussi les guillemets. Je peux avoir les guillemets ou bien des tirés. Et les paroles sont en fait rapportées telles quelles. Il n'y a pas eu de modification. Donc, on a les marques de l'oralité. Vous l'avez remarqué dans l'exemple. Sois béni avec un point d'exclamation. Ou bien j'ai aussi des points d'interrogation. C'est ce que j'appelle une ponctuation expressive. Donc ça, c'est la première façon de rapporter les propos. C'est le discours direct. Maintenant, pourquoi on a recours au discours direct? C'est tout simple. On a recours au discours direct, premièrement, pour rapporter fidèlement les propos des personnages tels qu'ils ont été prononcés. Donc, c'est pour conférer un effet de réel, donner une certaine vivacité au récit grâce à ces propos des personnages. Donc, vous voyez ce que je viens de dire, rapporter fidèlement les propos des personnages et créer un effet de réel, donner une certaine vivacité et une énergie au récit. Maintenant, on va passer à la deuxième façon de rapporter des propos. Regardez avec moi l'exemple. Un matin, nous nous préparions pour sortir quand quelqu'un frappa à la porte de la maison. Il demanda si c'était bien là qu'habitait le tisserand. Les voisins lui répondirent par l'affirmative. Alors ici, je n'ai ni 2 points, ni tiré, ni guillemets, mais quand même, j'ai un verbe introducteur, j'ai un verbe de parole. Il demanda. Cependant,
Et ça aussi, c'est assez facile à reconnaître pour vous. Vous avez fait cette leçon nécessairement. Il rapporte ses propos de façon indirecte. J'ai un mot subordonnant et j'ai des transformations par rapport aux paroles qui sont prononcées réellement par les personnages. Alors, pour le discours indirect, j'ai un verbe de parole plus une subordonnée, soit une conjonctive complétive ou bien une interrogative indirecte, voire infinitive. J'ai le changement de personne et de la ponctuation. Je n'ai plus cette ponctuation expressive. Je n'ai ni point d'exclamation, ni point d'interrogation. J'ai tout simplement des points. Le point d'interrogation et le point de ponctuation deviennent tout simplement des points. Et finalement, j'ai une concordance des temps dans la subordonnée. Si le verbe introducteur est un temps du passé, il y a des changements par rapport aux différents temps verbaux. Ça, on va le voir lorsqu'on va aborder les transformations. Maintenant, pourquoi l'auteur a-t-il recours au discours indirect? Alors, effectivement, est-ce que les rapports sont rapportés fidèlement? Pas vraiment, mais quand même, ça garde une certaine fidélité, puisque les différents changements qu'on apporte sur le discours qui est rapporté de façon indirecte, ce sont des changements par rapport à la personne, par rapport au temps, mais l'essentiel, je le garde. Donc, ça me permet quand même de rapporter assez fidèlement les propos des personnages. Mais quel est son intérêt? Pourquoi c'est plus intéressant d'avoir recours au discours indirect? Parce que ça me permet de ne pas arrêter mon récit. J'ai pas un récit puis un dialogue, non, je suis toujours dans le système du récit. Ça assure une continuité narrative, ou bien si vous le voulez, ça nous permet d'éviter la rupture narrative. Donc, ce sont les raisons qui nous poussent à utiliser le discours indirect. Si vous avez la question le jour de l'examen, vous dites tout simplement, ça me permet de rapporter assez fidèlement les propos des personnages, tout en évitant la rupture narrative, ou bien en assurant la continuité narrative. Maintenant, troisième façon de rapporter des propos. Et vous allez voir que c'est un mélange entre les discours directs et le discours indirect. Regardez avec moi l'exemple. Je me demandais, là, lorsque notre narrateur était au bain mort, c'est un extrait que vous pourriez retrouver dans l'examen régional de Fès. Et la question, elle avait porté d'ailleurs sur ça. Ne venait-elle donc pas pour se laver? Et on avait demandé aux élèves de reconnaître le discours, la façon avec laquelle on a rapporté les propos. Et effectivement, c'était le discours indirect libre. On va lire, puis on va voir comment on reconnaît le discours indirect libre. Je me demandais ce que pouvaient bien faire toutes ces femmes qui tournoyaient partout, couraient dans tous les sens, traînant de grands seaux de bois, débordant d'eau, bouillante qui m'éclaboussaient au passage. Point. Ne venait-elle donc pas pour se laver? Alors que remarquez-vous ici? Est-ce qu'on a un verbe introducteur? Non, nous n'avons pas de verbe introducteur. Et c'est le meilleur et le premier moyen auquel vous devriez avoir recours pour justifier votre réponse le jour de l'examen. Il s'agit du discours indirect libre. Pourquoi tu dis ça? Parce que il n'y a pas de verbe introducteur. Donc, on n'a ni verbe de parole, ni guillemets. Cependant, et pourquoi je vous avais dit que c'était une sorte de mélange entre le discours direct et le discours indirect? J'ai les marques de l'oralité. Vous le voyez ici. Ne venait-elle donc pas pour se laver avec un point d'interrogation? Donc ça, c'est quelque chose qui est constitutif du discours direct. Et j'ai aussi des transformations par rapport au temps et par rapport aux personnes. Et ça, c'est constitutif du discours indirect. Donc, j'ai un changement de personne et une concordance des temps. C'est ce que j'appelle le discours indirect libre. Maintenant, pourquoi l'auteur a-t-il recours au discours indirect libre? Eh bien, c'est très simple. Il a recours au discours indirect libre pour éviter la rupture narrative, assurer la continuité narrative. C'est un avantage qu'on a vu aussi dans le discours indirect, mais surtout pour plonger directement dans les pensées des personnages. On a l'impression qu'on plonge dans la pensée de Sidi Mohamed ici. Ne venait-il donc pas pour se laver? Tac, directement, on est dans son esprit, on est dans sa tête. C'est le discours indirect libre. Le dernier discours, la dernière façon de rapporter les propos, c'est la façon la plus simple à reconnaître. Ça s'appelle le discours narrativisé. On l'appelle aussi un récit de parole. Regardez avec moi les exemples. Je retirais mes vêtements. Un premier exemple. Je retirais mes vêtements et je restais tout bête. Les mains sur le ventre devant ma mère, lancé dans une explication. C'est ça le discours narrativisé. Lancé dans une explication avec une amie de rencontre. Un deuxième exemple, ma mère lui fit quelques recommandations. C'est là encore une fois le discours narrativisé. Ma mère lui fit quelques recommandations et resta après son départ prostré sur, etc., etc. Donc,
Je pense que vous avez reconnu, vous avez compris, ça sert à quoi le discours narrativisé? En fait, le discours narrativisé, ce sont des paroles qui sont résumées. Au lieu de nous rapporter cette conversation entre la mère et son ami de rencontre, non, ma mère lançait dans une explication. Il a résumé les propos. Ou bien, au lieu de nous dire effectivement quelles sont les recommandations qu'a donné la mère à son mari avant qu'il ne puisse partir, ma mère lui fit quelques recommandations. Donc, on résume, pas des actions, on résume des paroles. On résume des paroles, ça s'appelle un discours narrativisé. Et effectivement, ça me permet quoi? Ça me permet de résumer les propos. Donc, c'est un effet de concision. Ça me permet aussi d'accélérer le rythme du récit au lieu de rapporter des propos qui ne pourraient pas s'avérer intéressants. Et ça me permet aussi d'éviter d'interrompre le récit. Donc là, ce sont les différentes façons de rapporter des propos. 4 façons à connaître pour le jour de l'examen. Discours direct, discours indirect libre et le discours narrativisé. Et ce sont des questions qu'on donne de plus en plus souvent dans l'examen, notamment par rapport à l'effet. Et je vous ai donné l'effet par rapport aux 4 façons de rapporter les propos. Maintenant, on va s'intéresser à quelque chose de plus technique, ce sont les transformations du discours direct. Comment je transforme du discours direct au discours indirect. Alors, première des choses à faire, ou bien première des choses à analyser, c'est le verbe introducteur. C'est ce verbe introducteur-là qui va présider à la destinée de la phrase qui est au discours direct. Je dois voir s'il est au présent ou bien au futur. Dans ce cas de figure, ça ne va pas être la même chose que s'il était au passé, peu importe le temps, au passé. Alors regardez, premier cas, s'il est au présent ou bien au futur. Ça c'est le premier cas, soit il est au présent ou bien au futur. Dans ce cas de figure, je n'apporte aucun changement. Je n'apporte aucun changement par rapport au temps ou bien par rapport aux indicateurs spatio-temporels. J'ai le passé composé, je garde le passé composé. J'ai l'imparfait, je garde l'imparfait. J'ai hier, je garde hier. J'ai demain, je garde demain. Il n'y a aucune transformation qui s'opère. La seule transformation concerne bien sûr les personnes. Alors, regardez comment on transforme les personnes. Si j'ai la première personne dans ma phrase qui est au discours, si j'ai la première personne, que ce soit du singulier ou bien du pluriel, cette personne change en quoi? Je vois dans quelques livres scolaires des explications qui sont, je ne vais pas le dire autrement, qui sont erronées, qui sont fautives et qui vont amener l'élève à commettre une erreur le jour de l'examen. S'il vous plaît, ça change, ça ne se change pas en « il ». Ça change en fonction du sujet du verbe introducteur. Si le sujet du verbe introducteur est un « il », oui, ça devient « il ». Mais si c'est un « tu », ça devient un « tu ». Si c'est un « je », ça reste « je ». Par exemple, je vous donne un exemple. Il dit, on va imaginer que le verbe dire ici est au présent. Il dit « je suis malade ». Ça va devenir quoi? Il dit qu'il est malade. Pourquoi? J'ai changé le je en fonction du sujet du verbe introducteur. Le verbe introducteur, c'est quoi? C'est il. Donc, il dit qu'il est malade. Mais imaginez si j'avais par exemple cette phrase. Tu dis, je suis malade. Ça va devenir quoi? Tu dis que tu es malade. Le je se transforme encore une fois selon le sujet du verbe introducteur. Ou bien, si j'ai je dis, je suis malade. Ça va devenir je dis que je suis malade. Déjà, première des choses, des fois je vois quelques élèves commettre cette erreur-là. On ne change rien par rapport au verbe introducteur. Le verbe de parole, il reste le même avec sa personne, aucun changement. Ce qui change, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la phrase au discours direct. Et pour les changements, premier changement par rapport aux personnes. Rappelez-vous toujours, je suis dans le cas d'un verbe introducteur au présent ou bien au futur. Alors, dans ce cas de figure, le sujet du verbe introducteur, c'est lui qui va présider au changement de la personne par rapport à la première personne. Première personne, ça se change selon le sujet du verbe introducteur. Maintenant, si j'ai la deuxième personne, que ça soit tu ou bien que ça soit vous, là, ça va changer selon le COI du verbe introducteur. Le COI du verbe introducteur, ça veut dire à qui on parle, à qui on s'adresse. Regardez, par exemple, il me dit, tu es malade. Ici, je m'adresse à qui?
me, qui est la première personne. Donc le tu de tu es malade va devenir quoi? Je. Il me dit tu es malade, il me dit que je suis malade. Il me dit tu es malade, il me dit que je suis malade. Par exemple, si j'avais il te dit tu es malade. Donc j'ai te, deuxième personne. Donc ça va rester la deuxième personne. Il te dit que tu es malade. Ou bien il lui dit tu es malade. J'ai la troisième personne. Il lui dit qu'il est malade ou bien qu'elle est malade en fonction du cas que vous avez. Et finalement, si j'ai la troisième personne, dans ce cas, aucun changement ne s'opère. Je garde la troisième personne. Cependant, j'ai pas envie, vous pourriez rester sur cette explication, généralement c'est ce qu'on donne le plus souvent dans l'examen, il n'y a pas de transformation par rapport à la troisième personne, cependant il se peut qu'on change aussi la troisième personne, notamment si cette troisième personne, c'est elle qui va rapporter les propos. Imaginez par exemple, on a Lalla Aïcha, Lalla Zoubida qui s'adresse à Lalla Aïcha et lui dit il est malade. Et moi, c'est Sidi Mohamed. Les deux femmes parlent de moi. Et c'est moi qui vais rapporter les propos. Donc, ça va être ma mère dit à Lalla Aïcha que je suis malade. C'est un peu ténu, c'est un peu délicat, mais c'est très facile. Lorsque c'est la personne qui rapporte les propos et qui est désignée par la troisième personne, je change en fonction de cette personne. Mais généralement, et c'est le plus souvent, et c'est ce qu'on vous donne le plus souvent, la troisième personne ne change pas. Maintenant, ces changements de personnes sont valables pour le verbe introducteur qui est passé, qui est au présent ou bien au futur, mais elles sont aussi valables, ces transformations-là sont aussi valables si le verbe introducteur est au passé ou bien à n'importe quel temps du passé. Cependant, si le verbe introducteur est à un temps du passé, ce n'est pas seulement des changements par rapport à la personne, mais ce sont aussi des changements par rapport aux temps verbaux qui sont utilisés et par rapport aux indicateurs spatio-temporels. Si j'ai le présent de l'indicatif ou bien l'imparfait de l'indicatif dans ma phrase qui est au discours direct, lorsque je vais transformer au discours indirect, ça va devenir imparfait. Le présent et l'imparfait de l'indicatif deviennent imparfaits. Présent devient imparfait, imparfait reste imparfait. Si j'ai le passé simple, le passé composé ou bien le plus que parfait de l'indicatif dans la phrase au discours direct, au discours indirect, ça devient plus que parfait. Donc rappelez-vous, présent imparfait, ça devient imparfait. Passé composé, passé simple et plus que parfait, ça devient plus que parfait. Le futur simple et le conditionnel présent deviennent conditionnel présent. Et le futur antérieur et le conditionnel passé deviennent conditionnel passé. Le subjonctif présent devient imparfait du subjonctif et l'impératif devient infinitif précédé de 2. D'accord? Ce sont les transformations à connaître, s'il vous plaît. Si vous avez encore des lacunes avec la conjugaison, essayez de revoir vos tableaux de conjugaison. C'est disponible sur Internet, etc., etc. Maintenant, j'ai des changements par rapport au temps, mais j'ai des changements aussi par rapport aux indicateurs spatio-temporels. Je vous donne les indicateurs qui reviennent le plus souvent maintenant, qui devient à ce moment-là, ou bien en ce moment, à ce moment-là. Aujourd'hui, ce jour-là, hier, la veille, avant-hier, l'avant-veille, demain, le lendemain, après-demain, le surlendemain, hier matin, la veille au matin, hier soir, la veille au soir. Ce soir-là, cette semaine-là, ce mois ou bien ce mois-ci, ça devient ce mois-là, cette année-là. Le mois prochain, le mois suivant, la semaine prochaine, la semaine suivante. Le mois dernier, c'est le mois précédent. La semaine dernière, c'est la semaine précédente. Il y a 2 jours plus tôt, dans 2 jours plus tard, ici qui devient là, à cet endroit-là. Là, ce sont les indicateurs qui reviennent le plus souvent. S'il vous plaît, mettez sur pause, prenez ça. Ou bien si vous avez besoin que je vous envoie le document, faites-le moi savoir grâce à un message ou bien au niveau des commentaires. Alors, d'autres modifications, c'est par rapport aux questions. Lorsque je transforme du discours direct au discours indirect, généralement, le mot subordonnant que j'utilise, c'est le mot « que ». Mais des fois, je peux me retrouver avec une interrogation totale. Ça veut dire quoi une interrogation totale? Soit une interrogation totale ou bien une interrogation par alternative. L'interrogation totale, la réponse est soit oui ou bien non. Est-ce que tu as mangé?
Donc la réponse est soit oui ou bien non. Ou bien tu préfères le lait ou le café. Ça c'est une question par alternative. Tu as deux alternatives, deux choix. Dans ce cas de figure, lorsque je transforme au discours indirect, le mot subordonnant, ça va être quoi? Ça va être le mot si. Est-ce qu'elle me demande, est-ce que tu as mangé? Elle me demande si j'ai mangé. Le mot subordonnant est si. Donc, lorsque j'ai est-ce que, ça devient si. Lorsque j'ai qu'est-ce que, ça devient ce que. Lorsque j'ai qu'est-ce qui, ça devient ce qui. Et lorsque j'ai qui est-ce qui ou bien qui, ça devient tout simplement qui. Dans le cadre des phrases interrogatives partielles, par exemple, qui commencent par comment et portent sur un élément, comment, pourquoi, dans ce cas de figure, le mot subordonnant, c'est le mot interrogatif. Je garde comment, je garde pourquoi. J'espère que c'était assez clair. Rapidement, quelques phrases à transformer du discours direct au discours indirect. Ma mère me demanda qu'est-ce que tu attends. Regardez ici, j'ai qu'est-ce que, ça devient ce que. Rappelez-vous le dernier tableau que je viens de voir avec vous. Ma mère me demanda, le verbe introducteur est au passé. Ici, regardez avec moi, j'ai la deuxième personne. La deuxième personne se transforme selon quoi? Rappelez-vous ce qu'on avait vu. Selon le COI, à qui on parle? La mère est parle à qui? À me, la première personne. Alors ma mère me demanda ce que j'attendais. Le verbe attendre ici au présent, il se transforme en imparfait. Ma mère me demanda qu'est-ce que tu attends? Ma mère me demanda ce que j'attendais. Un deuxième exemple, et je vais terminer avec cet exemple-là avant de vous parler de la transformation au discours indirect libre. Ma mère dit à mon père, je n'ai pas voulu t'ennuyer hier soir avec les tristes événements qui se sont déroulés dans la journée. Alors ici j'ai la première personne, ça va se transformer selon quoi? Ça va se transformer selon le sujet du verbe introducteur, c'est elle, ma mère. Ma mère dit à mon père qu'elle. J'ai un verbe introducteur qui est au passé simple. Dans le cadre de la boîte à merveille, le verbe dire, lorsque vous le retrouvez, il est au passé simple. Ma mère dit à mon père qu'elle n'avait pas voulu, j'ai le passé composé qui se transforme en plus que parfait, qu'elle n'avait pas voulu. J'ai la deuxième personne, elle parle à qui? À son père, troisième personne. Donc, qu'elle n'avait pas voulu l'ennuyer hier soir. Hier soir, rappelez-vous le tableau, ça se transforme la veille au soir. La veille au soir avec les tristes événements ici qui s'étaient déroulés dans la journée. J'ai la troisième personne, ça ne change pas. J'ai le passé composé qui se transforme en plus que parfait. Donc, s'il vous plaît, rappelez-vous de tous ces éléments-là par rapport à la transformation du discours direct au discours indirect. Maintenant, si on vous demande de transformer du discours indirect, de discours direct au discours indirect libre. Alors là, c'est très simple. Première des choses à faire, vous transformez. Si ça vous pose problème, je peux faire une nouvelle vidéo sur la transformation du discours direct au discours indirect. Mais c'est généralement assez facile. Concentrez-vous et vous allez voir. Lorsque je veux transformer du discours direct au discours indirect libre, première des choses à faire, c'est quoi? Quelque part, sur une autre feuille, pas sur la feuille dans laquelle je vais répondre. Je vais transformer au discours indirect. Pourquoi je transforme au discours indirect? Je transforme au discours indirect pour reconnaître les changements par rapport à la personne, et par rapport au temps et par rapport aux indicateurs spatio-temporels. Et je mets ces changements de côté, je les garde. Et puis, je reprends ma phrase qui est au discours direct. J'enlève les marques du discours indirect. Donc, j'enlève le verbe introducteur. S'il y a un verbe introducteur, je l'enlève. J'enlève les deux points, j'enlève les guillemets. Et je garde ma phrase qui est au discours direct telle qu'elle est. Si j'ai un point d'interrogation, je le garde. Si j'ai un point d'exclamation, je le garde. Et puis, sur cette phrase, j'apporte les transformations du discours indirect. La personne, je change au niveau de la personne, je change au niveau du temps et je change au niveau des indicateurs spatio-temporels. Pour le discours narrativisé, on ne va pas vous demander de faire des transformations, on va vous demander de le reconnaître le jour de l'examen. Maintenant, c'est cet exercice qui m'intéresse le plus, c'est de me dire, est-ce que vous êtes en mesure d'identifier le discours dans les phrases suivantes? Regarde avec moi la première phrase. Ma mère vint un moment m'entourer étroitement la tête dans une serviette qu'elle me noua sous le menton, me munit de toutes sortes de recommandations et s'engouffra dans les salles chaudes par cette porte qui me faisait face, d'où s'échappaient toutes sortes de rumeurs. Alors ici, j'ai effectivement un discours narrativisé.
Très bien, c'est un discours narrativisé. Pourquoi? Ma mère me munit de toutes sortes de recommandations. Est-ce qu'on a un verbe introducteur? Non, on n'a pas de verbe introducteur. C'est grâce à cette absence. Donc déjà, je ne suis ni dans le discours direct, ni dans le discours direct, ni dans le discours indirect. Mais en fait, je ne peux pas dire aussi que je suis dans le discours indirect libre, parce que ici, la mère a fait quoi? Enfin, l'auteur a fait quoi? Le narrateur a fait quoi? Il a résumé les propos du personnage. Ici, dans ce cas, la mère, elle me munit de toutes sortes de recommandations. Il n'a pas précisé ces recommandations-là. Donc, il s'agit du discours narrativisé ou bien c'est un récit de parole. Je reconnais le récit de parole grâce à cette particularité-là. C'est un résumé. Deuxième phrase. Je n'osais pas m'en approcher. J'entendis le mot Pacha plusieurs fois au cours de leur mystérieux dialogue. Ce mot m'impressionnait, me mettait mal à l'aise. Le Pacha? N'était-il pas ce personnage cruel qui faisait bastonner les gens au gré de sa fantaisie? Vous l'avez reconnu, c'est un discours indirect libre. Je n'ai pas de verbe introducteur, je suis plongé directement dans les pensées du personnage. Le Pacha, il se pose la question, n'était-il pas ce personnage cruel qui faisait bastonner les gens au gré de sa fantaisie? Donc il s'agit ici d'un discours indirect libre dans ma deuxième phrase. Troisième phrase, donne-moi la main, me disait ma mère. Effectivement, ici, j'ai un discours direct. Les paroles sont rapportées directement. J'ai un tiré. Ma mère me disait, j'ai un verbe introducteur ici. Donc ça, c'est assez simple. C'est un discours direct. On a rapporté fidèlement les propos des personnages. Et finalement, une dernière phrase. Ma mère lui recommanda à haute voix de choisir une viande sans trop d'eau et des fèves bien vertes. Ma mère lui recommanda à haute voix de choisir une viande sans trop d'eau et des fèves vertes bien tendres. Alors effectivement ici, j'ai un discours indirect. Donc j'ai un verbe introducteur, lui recommanda à haute voix et j'ai transformé au discours indirect, puisque ici c'était l'impératif, c'était choisi une viande sans trop d'eau, ça s'est transformé en infinitif précédé d'une préposition de. C'est une leçon qui est assez importante. Dans certaines régions, on pose souvent cette question. Dans d'autres régions, ce n'est pas le cas. On l'a posé 2 ou 3 fois durant ces 15 dernières années. Cependant, ça demeure quand même une leçon très importante. Vous devriez maîtriser les différentes transformations. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de pouvoir reconnaître l'intérêt. Normalement, si l'examen régional est bien posé, on ne va pas vous demander de transformer du discours direct au discours indirect. Ça arrive souvent qu'on pose cette question. Mais ce n'est pas une question intéressante. Ça ne va pas dans le sens de l'examen. L'examen régional, son objectif, en fait, les outils de langue et les outils d'analyse sont au service de la compréhension du texte. Le fait de transformer, c'est un acte mécanique, c'est un acte technique. C'est ce que vous aviez l'habitude de faire lorsque vous étiez au collège. Plus intéressant encore, et de plus en plus souvent de régions proposent des examens intéressants et qui sont au niveau, on vous pose la question sur l'intérêt. Quel intérêt l'auteur a-t-il ou bien le narrateur a-t-il à utiliser tel discours ou bien tel autre discours? Voilà, c'est la fin de la leçon par rapport aux différentes façons de rapporter des propos et comment transformer du discours direct au discours indirect ou bien du discours direct au discours indirect libre. La prochaine vidéo se portera sur la progression thématique. C'est un outil d'analyse qui est assez intéressant que je mettrai à votre disposition. Merci beaucoup pour votre attention. Ciao!